Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes un mardi, le 3 septembre 2024 et nous sommes à l'épisode 245 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle premièrement de la croissance du PIB du Canada. Ensuite, j'aborde l'annonce de forte hausse du côté des tarifs d'Hydro-Québec. Donc, c'est ce qu'on projette pour les 5-10 prochaines années. Et finalement, je vous donne mon opinion sur l'industrie des véhicules électriques au Québec. Donc, je vais tout de suite commencer avec la croissance du produit intérieur brut au Canada pour le deuxième trimestre de 2024. En fait, de ce côté-là, le PIB y affiche un taux annualisé de 2,1%, ce qui est quand même au-dessus des prévisions de la Banque du Canada. Donc, ça peut donner l'impression que l'économie canadienne est en plein essor. Par contre, encore une fois, je veux attirer votre attention sur le PIB par habitant qui a continué de se contracter pour un 5e trimestre consécutif. Donc, ça fait 5 trimestres de suite que le PIB par habitant affiche un recul. Donc, autrement dit, la croissance démographique qui est liée à l'immigration au Canada, bien, ça surpasse encore la croissance de l'économie. Et en creusant davantage sur les données par rapport au PIB, on peut voir que la croissance du produit intérieur brut au second trimestre de 2024, ça a été soutenu par une augmentation des dépenses gouvernementales. Et là, je tiens à faire une petite parenthèse. Je vous répète qu'on constate que les dépenses du gouvernement, c'est ça qui contribue à soutenir l'économie du pays. Par contre, je vous rappelle que le gouvernement y opère dans un budget qui est largement déficitaire. Autrement dit, on vient stimuler l'économie avec des dépenses qui sont financées par de la dette. Donc, c'est pas très soutenable comme source de croissance. Et si on regarde individuellement les données par rapport au PIB, on peut aussi constater que l'économie canadienne, elle affiche une baisse des exportations, une baisse de la construction dans le secteur résidentiel et également un recul du côté des dépenses des ménages concernant l'achat de biens, donc de produits. Autrement dit, si on résume un peu la situation, on exporte moins de produits à l'extérieur du pays, il y a moins de propriétés qui se construisent et les consommateurs ils commencent à couper sur l'achat de biens. Donc, malgré la croissance du PIB pour le deuxième trimestre de cette année, de 2024, pour moi, en ce moment, il n'y a rien qui m'indique que notre économie est en santé. Donc, en résumé, je pense que la décroissance du PIB par habitant, c'est une donnée qui reflète davantage le ressenti actuel des ménages canadiens vis-à-vis leur santé financière. Et sinon, je veux maintenant vous parler de la hausse des tarifs d'Hydro-Québec. Je pense que c'est un sujet qui a fait beaucoup jaser la semaine dernière avec M. Fitzgibbon qui annonçait, qui prévoyait en fait qu'il allait avoir des hausses plus importantes au cours des 5-10 prochaines années. Et je vais aborder ça, mais surtout, je veux vous partager mes interrogations par rapport au développement de l'industrie des voitures électriques, autant au Canada qu'au Québec. Donc, je vais commencer avec le volet sur Hydro-Québec. Premièrement, il faut savoir que le gouvernement du Québec il a adopté une loi en 2023 qui fait en sorte de plafonner l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec du côté résidentiel. Et en fait, on parle d'une hausse maximale de 3% par année jusqu'en 2026. Et ce que je veux mettre de l'avant par rapport à ça, c'est qu'il y a plusieurs conséquences au fait d'imposer un plafond pour les augmentations de tarifs dans le secteur résidentiel. Et on va partir du fait que les coûts qui sont liés aux investissements dans les infrastructures qui vont être nécessaires, dans le fond, pour doubler la production d'électricité dans le futur, bien, tout ça, ça va coûter cher. Là. On parle déjà d'une estimation dans les 155 à 185 millions de dollars. Donc, à ce moment-là, Hydro-Québec, il n'y aura pas le choix, quelque part dans le temps, d'augmenter sa tarification pour éviter qu'il y ait des pertes financières. Et comme je vous dis, depuis 2023, avec l'adoption de la loi qui vient limiter la hausse des tarifs pour le résidentiel,
ben, du fait que les coûts de production ont déjà commencé à augmenter, Hydro-Québec avait comme pas le choix de compenser ailleurs le déficit. Et dans ce cas-ci, ben, c'est le secteur commercial qui a écopé. Du côté des entreprises, l'année passée, en 2023, c'était une hausse des tarifs de 6,5%. Et cette année, c'est une augmentation de 5,1%. Donc, autrement dit, c'est un peu comme si les entreprises finançaient le secteur résidentiel en assumant une plus grande augmentation de leurs tarifs. Et à ce moment-là, c'est une autre dépense supplémentaire qui vient nuire à la profitabilité des entreprises parce que, évidemment, tu fais augmenter le coût fixe, les frais d'électricité, donc nécessairement, ça vient réduire la rentabilité. Dans ce cas-là, les entreprises ont deux choix. Soit ils vont augmenter le prix, ce qui va se répercuter sur le consommateur. Sinon, si jamais ils ne sont pas capables de faire cette hausse-là parce que la demande est vraiment trop élastique au prix, ben ça se peut qu'ils coupent dans d'autres dépenses. Déjà que le secteur privé tourne au ralenti depuis quelques années. Et l'autre chose, c'est que la limite d'augmentation annuelle de 3% pour le résidentiel, ça se termine en 2026. On est en 2024. Il reste pas grand temps avant que cette loi-là expire. Et là, Hydro-Québec prévoit déjà que la hausse des factures d'électricité devrait être beaucoup plus importante à partir de 2028. Et comme je vous dis, les nouvelles infrastructures pour arriver à fournir assez d'électricité, ben ça va dépasser le 150 millions de dollars. D'ailleurs, récemment, il y a eu des discussions par rapport à un nouveau projet de loi qui ferait en sorte de continuer de limiter la hausse maximum à 3% par année pour le secteur résidentiel. Mais dans ce cas-là, ce serait le gouvernement du Québec qui assumerait financièrement le manque à gagner d'Hydro-Québec. Et déjà, comme je vous dis, on anticipe que ça pourrait coûter entre 100 et 300 millions de dollars au gouvernement du Québec en 2028. Donc, c'est à se demander si c'est un projet de loi qui est réellement viable du fait qu'on va quand même le payer indirectement en tant que contribuable. Et en attendant, du côté des propriétaires, l'une des solutions optionnelles pour réduire la facture d'électricité, c'est la tarification dynamique, c'est-à-dire que Hydro-Québec a mis en place le programme ILO et à ce moment-là, les consommateurs sont récompensés avec des économies sur leur facture d'électricité s'ils diminuent la consommation lors des périodes de pointe, les périodes de pointe qui sont prédéterminées par Hydro-Québec. Sinon, à partir de 2026, on parle de subventions qui seraient offertes pour l'installation de panneaux solaires, un peu comme les subventions qui existent déjà depuis une couple d'années pour l'installation d'une thermopompe, pour l'isolation ou pour les portes et fenêtres. Et tout ça, évidemment, dans le but de réduire la consommation d'électricité dans le secteur résidentiel, d'une part pour réduire la facture pour les propriétaires, mais surtout, en fait, pour venir limiter la consommation parce que, comme je vous dis, dans le temps, on avait des surplus du côté d'Hydro-Québec. Présentement, Hydro-Québec sont à la limite. Il faut comprendre qu'ils se sont engagés avec des contrats avec la Nouvelle-Angleterre et New York. Donc, en revendant l'électricité comme ça, on s'est un peu serré au niveau de la production d'électricité. Et justement, ça m'amène à vous parler du projet d'interdire la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035. Donc, grosso modo, la réglementation ferait en sorte que les concessionnaires automobiles ne pourraient plus vendre de véhicules neufs qui fonctionnent à essence. L'objectif étant de forcer l'achat de voitures électriques et qu'au fil du temps, la consommation de carburant diminue. Et ce que je trouve un peu contradictoire, c'est que le gouvernement veut vraiment que le monde achète des voitures électriques pour sauver la planète, mais en même temps, ils imposent des tarifs douaniers de 100% sur les importations de tous les véhicules électriques qui sont construits en Chine. Et le but des tarifs, finalement, c'est que les voitures électriques qui sont faites en Chine coûtent plus cher aux consommateurs, ce qui va rendre les producteurs de la Chine moins compétitifs face aux constructeurs nord-américains. Et d'ailleurs, à noter que la Chine a une marque de véhicules électriques qui est la marque BYD. Et ça, ça se vend partout dans le monde, sauf au Canada et aux États-Unis. Et je vous rappelle que le bas prix de ces modèles-là, de BYD,
ça pourrait certainement faciliter l'électrification de la flotte automobile en Amérique du Nord. Et bref, ça peut nous amener à nous poser la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que le but ultime de ça, est-ce que, en fait, la priorité, c'est vraiment de sauver la planète avec les voitures électriques ou il y a peut-être autre chose en arrière de ça? Sinon, il y a un autre élément que je trouve un peu contre-productif par rapport aux décisions politiques vis-à-vis l'économie canadienne. Et en fait, c'est qu'il y a certaines mesures gouvernementales qui nuisent à la santé financière de nos compagnies pétrolières. Et oui, je suis au courant de l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Mais économiquement, l'industrie du pétrole et du gaz naturel, ça représente des dizaines de milliards de dollars pour le pays. Tu sais, au fait, le secteur de l'énergie, ça compte actuellement pour environ 20% de toutes nos exportations. Il faut savoir que le Canada, c'est le 4e plus grand producteur de pétrole brut au monde et c'est le 5e en ce qui concerne la production de gaz naturel. Et sans cette industrie-là, il y aurait des centaines de milliers d'emplois en moins à travers le pays, particulièrement dans la province de l'Alberta. L'Alberta qui fournit à peu près 80% de notre production de pétrole. Bref, pas besoin de faire un dessin, le secteur de l'énergie, c'est un élément hyper important de notre économie et pourtant, on sabote la profitabilité de nos compagnies pétrolières avec des décisions politiques qui peuvent toujours être justifiées finalement avec la mission de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Par exemple, on peut penser à la taxe fédérale sur le carbone qui augmente les coûts d'exploitation de nos compagnies pétrolières. Il y a toutes les normes environnementales qui nécessitent des investissements de la part des entreprises, tout ça pour se conformer aux régulations. Et ça, évidemment, ça nous rend moins compétitifs par rapport aux concurrents internationaux qui, eux, ne sont pas contraints par toutes sortes de réglementations. Et c'est sans compter tous les projets qui ont été refusés par le gouvernement fédéral, entre autres le projet de pipeline pour transporter du pétrole de l'Alberta jusqu'aux côtes de la Colombie-Britannique, qui était en fait pour faciliter l'exportation vers les marchés asiatiques. Et tout ça pour dire qu'au Canada, on est chanceux d'être assis sur la 3e plus grande réserve de pétrole dans le monde, après le Venezuela et l'Arabie saoudite. Et je comprends l'importance de l'environnement et le côté écologique de la chose. Par contre, je pense pas que le gouvernement du Canada va régler le problème mondial des gaz à effet de serre à coup de taxes sur le carbone puis à coup de taxes sur le carburant. Et je crois pas non plus que c'est réaliste d'envisager que d'ici 10 ans, on soit rendu à l'étape de ne plus vendre aucun véhicule neuf à essence. Tu sais, j'ai un peu l'impression qu'au Québec, on mise énormément sur l'industrie des véhicules électriques, entre autres avec le constructeur Lion Électrique, l'usine Nordvolt, et également la mine Nemaska Lithium. Et du fait que c'est une nouvelle industrie, il y a une certaine part de spéculation là-dedans. Et comme je vous dis, c'est des spéculations qui se font avec l'argent des contribuables. Déjà que Lion Électrique et Nemaska Lithium, c'est pas des exemples de succès financier. Et là, on commence déjà à parler de retard pour la construction de l'usine Nordvolt sur la rive sud de Montréal. Et tout ça, ça découle du fait qu'on constate déjà un ralentissement des ventes de véhicules électriques partout à travers le monde. Et grosso modo, je ne suis pas convaincu qu'à partir de 2035, on va être rendu au point où la technologie et les infrastructures en place vont réellement nous permettre de se déplacer majoritairement avec des voitures électriques. Et là, en attendant, on met des bâtons dans les roues des compagnies canadiennes qui sont liées au pétrole et au gaz naturel. Pourtant, comme je vous dis, le secteur de l'énergie, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'est un des moteurs de l'économie du Canada. Et encore là, je prétends pas non plus être un spécialiste dans le domaine de l'environnement puis des gaz à effet de serre. Je veux pas me mettre à dos tous les environnementalistes non plus. L'idée, en fait, c'est juste de rester stratégique au niveau de l'allocation du capital et des réglementations du gouvernement de façon à ne pas commettre d'erreurs coûteuses et surtout de ne pas se servir de la noble cause de vouloir sauver la planète
pour venir justifier des mauvaises décisions d'investissement. Et pour conclure l'épisode, cette semaine, il y a 2 annonces importantes à surveiller. Premièrement, mercredi, ça va être l'annonce de la décision de la Banque du Canada par rapport au taux directeur. Encore une fois, le consensus, c'est qu'on s'attend à une autre baisse de 25 points de base, ce qui fera en sorte d'amener le taux directeur à 4,25% au Canada. Et deuxièmement, vendredi, ça va être la publication des données du marché du travail canadien. Donc, c'est certain que le taux de chômage, ça va être un élément crucial à surveiller. Et de mon côté, je m'attends à une augmentation du taux de chômage pour le mois d'août. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant. J'espère que les informations étaient pertinentes. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.